السلام عليكم الزول bonsoir صحة عيدكم مبروك اللهم اغفر للجميع إن شاء الله. Le top 3 de la presse est de retour après son absence ramadanesque. Nous nous replongeons donc dans le bain politique. J'ai failli dire fange politicienne. En ces temps troubles et sombres où il n'est même plus possible de naviguer à vue, ni même d'ailleurs de tâtonner, ni même de revenir sur ses pas, puisque la seule attitude et le seul luxe que peut se permettre le pouvoir en Algérie est de tourner en rang. Et là, il carbure à fond, jusqu'à se rattraper lui-même. Celle-là est partie. Et il nous aura laissé le souvenir d'une gouvernance qui mériterait vraiment, mais alors vraiment, d'entrer dans les annales de la politique, où l'équilibrisme au-dessus des gouffres se pratiquait avec le sourire de bonnes blagues et de la désinvolture à en revendre. En tous les cas, les ressources hydrocarbures et leur appoint venu des réserves de change ont fait l'essentiel du boulot. Permettre au pays de s'enfoncer doucement, imperceptiblement, presque dans la joie et la bonne humeur. Hormis les couches les plus défavorisées, celles qui de toutes les façons s'étaient habituées à la dèche, presque personne ne semblait remarquer que le bateau Algérie faisait eau de toutes parts. Sellel a donc bien rempli sa mission de tourner en rond avec un brio remarqué, tellement remarquable qu'il a brisé des tabous à l'international où l'on a découvert enfin, pour la première fois dans l'histoire politique des peuples, qu'une même personne pouvait être Premier ministre et amuseur public. Mais bon, tout a une fin, malheureusement. Le spectacle Sellel avait fini par lasser, y compris ceux qui s'en servaient pour désorienter les foules. Ça ne passait plus, ça ne pouvait plus passer, et il y a péril en la demeure, désormais. Le maître des lieux, non pas le président en titre, mais celui qui officie en ses noms et lieux, a beau n'avoir besoin que de commis, choisis avec soin parmi les plus stupides, disons les mots, les plus serviles et les moins scrupuleux qui puissent s'imaginer. Il ne pouvait plus continuer à ne rien faire d'autre que de tourner en rond. Ce n'était plus possible. Entre-temps, la crise s'était accentuée, les réserves ont fondu, les partenaires étrangers ont commencé à devenir plus circonspects et la succession au président en titre devenait et devient de plus en plus inéluctable, à plus forte raison que les dernières législatives avaient connu le taux de participation le plus bas jamais observé dans le pays depuis son indépendance. Il fallait donc ravaler la façade au plus vite. Mais pas seulement. Il faut aussi procéder au remplacement du Premier ministre, amuseur public, par un autre fidèle à la maison, de la maison, mais qui soit plus présentable, plus sérieux, qui puisse inspirer plus de confiance aux partenaires étrangers, mais aussi arrêter de tourner en rond, parce que là, cela tournerait au suicide. Fini, terminé, le régime n'a plus le luxe de seulement dépenser l'argent des hydrocarbures et celui qu'on prélève des réserves de change. À ce rythme-là, et sans tenir compte de la foule des effets pervers qui ne manqueront pas de surprendre tout ce beau monde très bientôt, la panique semble être déjà sur les lieux. Le taux de change est en train d'atteindre des plafonds. Et selon tous les observateurs sérieux, il ne tardera pas à les crever. Le prix de l'immobilier a commencé
à s'infléchir dangereusement et annonce une crise majeure en la matière, au point où il y a de plus en plus de gens qui vendent et de moins en moins de gens qui achètent. Et la réduction drastique des importations, qui seront très certainement au cœur de la politique du nouveau gouvernement, vont changer en profondeur les habitudes de consommation des Algériens qui avaient appris ces 20 dernières années, à vivre très, très au-dessus de leurs moyens. En gros, et pour faire simple, le gouvernement Tebboune devra se résigner à couper dans le vif. Les mesures d'austérité vont passer à une vitesse supérieure et leurs effets seront ressentis par des catégories sociales qui jusque-là avaient été épargnées. La raison et la prudence dictent d'aller à une austérité très sévère de toutes les façons et à un réajustement des grands équilibres macroéconomiques. Mais ce sera très difficile. Non seulement parce que ce régime n'a jamais fonctionné autrement que par la distribution de la rente, la corruption des masses et l'achat de la paix sociale, mais en plus de cette seule méthode de gestion du pays, il ne faut pas oublier que le régime est au bord de l'implosion, que la façade présidentielle du grand invalide qui est prise en otage par ceux qui dirigent en son nom, cette façade-là n'est plus présentable. Et que les puissances étrangères qui s'en étaient accommodées ne veulent plus être complices de cette forfaiture. Les défis qui attendent Tebboune sont tout simplement épouvantables. Non seulement ils sont juste insurmontables, mais il aura les mains liées. Comment va-t-il faire alors? C'est la question que nous poserons à nos invités. Aujourd'hui. El Watan, la méthode Tebboune, par Hassan Ouali. La dépêche de Kabylie. Gouvernement, fiscalité, privatisation et subventions. Les engagements de Tebboune, par Chalal. TSA. Plan d'action du gouvernement Tebboune. Un marathon de 15 jours et des interrogations. Par Hassan Hadouche. Alors, pour en parler aujourd'hui de ce sujet du nouveau Premier ministre, M. Abdelmajid Tebboune, je vais bientôt être rejoint par Azdine Zalani, juriste et analyste politique. Karim Tabou, qui sera avec nous au téléphone depuis Alger. Karim Tabou, président de l'UDS. Et Ali Benouari, homme politique algérien, ex-ministre du Trésor. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Bonsoir à vos amis téléspectateurs, bonsoir à Karim Tabou et à vos autres invités. Azdine Zalani qui va bientôt nous rejoindre. Oui. Alors, Ali Benouari, donc voilà, Sellal est parti, Tebboune est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de changé en fait, selon vous? Ce qu'il y a de changé, c'est qu'ils ont, ils ont échangé un charlot qui était Sellal, un sinistre individu, fossoyeur de l'économie nationale qui était Yahya, un homme insipide, un homme conservateur qui était Belkhadem, et ils ont ramené un quatrième larron, je dirais, en pensant que celui-ci allait être meilleur, mais en réalité, il n'est que le continuateur de la gestion passée. Pire encore, on lui demande à lui, à ce pauvre Tebboune, je le connais un peu, puisqu'on a été dans le même gouvernement en 91-92, on lui demande de gérer la crise, et on ne lui donne même pas les moyens de gérer la crise. Parce que figurez-vous qu'on lui a dit, tu vas gérer la crise, mais tu ne touches pas à l'argent. Tu veux nous garder les 100 milliards de dollars. Rappelez-vous d'ailleurs, si jamais, et je rappelle à nos amis téléspectateurs qu'il y a 2 ans, j'avais dit surveiller, j'avais demandé au peuple algérien de surveiller la barre des 100 milliards de dollars. Le jour où ils la casseront, les carottes seront cuites. Je crois qu'ils m'ont entendu quelque part et ils en ont fait un mythe.
Ils ont sacralisé cette barre et certainement la feuille de route qu'ils ont dû donner à Tebboune, fais ce que tu veux, mais touche pas à cet argent. Parce que Tebboune a déclaré en l'occurrence qu'il restait à l'Algérie 114 milliards de dollars, c'est-à-dire au-dessus de la barre des 100. Oui, oui, et le pauvre, il a tellement bien assimilé la leçon qu'il a rajouté une quinzaine de milliards de dollars. Parce que les réserves de change ne sont pas de 114 milliards. Ils sont inférieurs à 100 milliards, parce que 114 milliards, c'était le chiffre au 31 décembre. Attendez, Ali Benouari, attendez. Ouais. Vous êtes en train de nous dire que M. Abdelmajid Tebboune a fait une fausse déclaration, qu'il a menti aux Algériens en leur affirmant ce chiffre, et que selon vous, la barre est au-dessous des 100 milliards? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous donne le chiffre à fin décembre 2016. Il est exactement de 12 694 milliards de dinars. Divisé par le taux de change dollar-dinar de 110, ça nous donne 114 milliards de dollars. Il figure d'ailleurs dans les statistiques de la Banque centrale et au passage, cher Si Jamal, chers amis téléspectateurs, oui. Au passage, je vous informe que la Banque centrale ne publie plus de statistiques depuis le 1er janvier. Elle les réserve au Fonds monétaire international parce qu'elle est obligée tous les 3 mois de les lui donner, mais le peuple algérien n'a pas le droit de savoir quelles sont les statistiques monétaires et financières du pays depuis le 1er janvier 2017. Et c'est pour ça d'ailleurs que Tebboune se permet de dire 114 milliards de dollars. Qui peut le contredire? Puisque les chiffres ne sont plus annoncés, ne sont plus publiés. Nous allons demander l'avis de Karim Tabou. Karim Tabou, merci d'être des nôtres. Karim Tabou. Allô, bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Karim. Merci d'être avec nous. Aïd Moubarak, Aïd Moubarak à Ali Benouari aussi. Karim Tabou, Ali Benouari vient de nous apprendre que M. Tebboune a commencé sa nouvelle gouvernance en mentant aux Algériens, puisque selon Ali Benouari, contrairement aux déclarations de M. Tebboune qui a affirmé qu'il y a 114 milliards de dollars dans les réserves de change, Ali Benouari nous affirme que non et que les réserves de change sont descendues en dessous de la barre des 100 milliards. En tout cas, le premier acte par lequel Tebboune a commencé sa mission, il le fait avec une assemblée issue d'une élection fraudée et qui en tout cas manque de légitimité puisque moins de 15% d'Algériens sont allés voter. Et dès lors qu'on a trouvé de la difficulté à manipuler les chiffres, plutôt à convaincre les Algériens, on trouve plus expéditif, plus facile de manipuler les chiffres. On manipule les chiffres dans les taux de participation aux élections. Qu'est-ce qui peut empêcher donc la manipulation des chiffres au niveau des statistiques bancaires ou des statistiques sur les réserves du pays? Donc moi je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné de voir se passer toutes ces manipulations parce que la crise est avant tout une crise politique, une crise de légitimité, mais surtout une crise de perspective. Je pense que M. Tebboune est là pour tenter de maintenir le minimum de fonctionnement de l'administration parce que d'abord le pouvoir est en panne de projet, est en panne de perspective, il n'arrive plus à se projeter sur le moyen terme, que dire du long terme. Je parle de la politique, je parle de la perspective de l'élection présidentielle. Et là, on voit très bien que le pays se suffit aujourd'hui du service minimum. L'administration, un gouvernement, l'Assemblée nationale, il va y avoir des élections APC, APWI, et voilà. Et on ne cherche pas vraiment... Karim Tabou, devant ces déclarations très officielles, très dogmatiques, très protocolaires, avec un parterre de journalistes, on nous annonce de grandes réformes, la mise sur rail de grands changements, de réajustement des grands équilibres macroéconomiques et tutti quanti. Mais le problème que je vous pose, la question que je vous pose, en réalité, dans la réalité, qu'est-ce que Tebboune va pouvoir faire?
est-ce qu'il aura les moyens de ces déclarations? Non, je ne pense pas que Tebboune y pense avoir les moyens de sa déclaration. Je pense que Tebboune, il est là, il assure le service minimum. D'ailleurs, les annonces ne sont pas nouvelles. Le nouveau modèle économique a été annoncé au temps de Sellal et la nouvelle constitution a été lue aux Algériens par Ahmed Yahya dans un récit mondial, dans un protocole exceptionnel. Mais les faits sont têtus, la réalité est têtue, elle est là, elle est devant nous chaque jour. Les Algériens sont dans la précarité, les Algériens ils ont plus peur, les Algériens sont perdus et le pays est géré au jour le jour. Et là, ce ne sont pas les déclarations de Tebboune. Quand on sait que Tebboune en personne, et avant d'être Premier ministre, il a été dans plusieurs ministères. Et il vous suffit d'interroger ces Algériens qui sont là, qui ont souscrit au logement ADL depuis 2001. De nos jours, ils n'ont pas encore reçu leur logement. C'est suffisant pour avoir une idée globale de la conception que se fait Tebboune et que se fait les gens qui ont désigné Tebboune de la politique et de la gestion du pays. De mon point de vue, oui. Les urgences du pouvoir sont des urgences politiques. Bien sûr, avec des corollaires, la situation sociale, le maintien de cette précarité, de cet équilibre dans la précarité. Mais en tout cas, devant des faux députés, devant une fausse assemblée, avec un faux gouvernement, il ne faut pas attendre grand-chose. Mais nous reviendrons vers vous, Karim Tabou, surtout pour vous demander, ainsi qu'Ali Benouari, si le mot austérité va finalement devenir le véritable maître mot de la gouvernance Tebboune. Nous venons d'être rejoints par Azdine Zalani. Merci d'être avec nous. Aïdk Moubarak. Aïdk Moubarak. Azdine Zalani, nous parlions donc de Tebboune, de son programme. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire, Tebboune? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, en l'occurrence? Depuis 1999, on ne parle jamais du programme gouvernemental. Et encore moins de majorité parlementaire. On parle du programme du président. Oui, tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Tout le monde, y compris les partis, oui, qui devraient venir avec leur programme et le défendre, et le cas échéant l'appliquer. On ne parle que du programme du président depuis... Il y a même Sellal, je vous interromps un petit moment, Sellal et quelqu'un d'autre qui en jurent, et je crois oui, il me semble, qui ont juré que le programme du président serait appliqué. Voilà, donc on ne parle que du programme du président. Pour moi, ce programme du président est une arlésienne, c'est-à-dire qu'on entend souvent parler sans le voir. Oui. Mais bon, essayons de voir en fait. Bon, finalement, je peux prendre, si je vous permettez, un peu le contre-pied. Le programme, à mon sens, ça peut être un petit peu perçu comme de la surenchère ou un côté excessif, mais je ne le suis pas d'habitude. Mais je pense que quelque part, du moins, quelque part, le programme du président, dans tous ses aspects, a été largement une réussite. Comment peut-il être une réussite? Il a été une réussite. C'est une arlésienne et qui n'existe pas. Voilà. Non, j'ai dit c'est une arlésienne et il n'existe pas au sens institutionnel et constitutionnel du terme. Oui. Et on n'a jamais vu un programme présidentiel. Oui. Et le Parlement ne jouera pas son rôle, etc. On pourra y revenir sur ces aspects-là. Mais quand je parle maintenant de ce qui s'est produit en Algérie, de programme, pas en tant que projet sur papier déposé au gouvernement ou au Parlement ou ailleurs dans les institutions qui n'existent plus d'ailleurs, quand on voit la réalité de la situation économique, sociale, politique, internationale et nationale, culturelle à tous les niveaux, la désertification de l'État, du pays, le découragement, les luttes sociales, la situation que tout le monde connaît. Moi, je suis tenté à dire que le programme présidentiel est largement bien appliqué parce que je ne considère pas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que toutes les actions qui ont été commises en Algérie,
que toutes les erreurs, entre guillemets, toutes les destructions qui ont été commises, ne sont pas le fait d'un hasard ou d'une mauvaise politique, comme on peut en avoir un peu partout, mais d'une politique bien déterminée tendant à détruire. Vous êtes en train de nous dire que le programme du président serait un saccage délibéré du pays? Un saccage délibéré du pays. J'assume ma responsabilité. Ça peut apparaître, comme je vous l'ai dit, totalement excessif. Ça me le semble en tout cas à moi. Ça peut vous sembler excessif. Ouais. Mais si on regarde bien la manière dont a été géré le pays, du point de vue institutionnel, du point de vue économique, la dilapidation de 1000 milliards de dollars, une somme qui constitue environ 80 ou 85% des rentrées de l'Algérie depuis l'indépendance. Quand on voit la déliquescence du tissu social, avec des lois sur la femme, sur le divorce, sur ceci, sur cela, etc. Quand on voit la déliquescence du tissu éducatif, où actuellement l'État, tout l'État, y compris avec le recours de l'armée, n'arrive pas à organiser le bac. Le bac. Quand on voit les contradictions, ou les apparentes contradictions, quand on voit... Mais pourquoi ne pas mettre tout ça sur le compte de l'improvisation, de l'incompétence, du bricolage, de la gabegie, qui sont des atouts en quelque sorte de ce régime et des valeurs... La gabegie, voilà. l'incompétence... Mais de là à dire que c'est délibéré, que ces gens-là sont là pour tuer l'Algérie, je crois que c'est un peu... Effectivement, c'est fort, très grave, c'est très fort. Mais c'est ma conviction intime. On pourrait pas s'attendre longuement. J'ai dit simplement ma conviction. Mais elle est étayée. Elle est étayée par les comportements. Quand on parle du programme du président, alors qu'il n'y a jamais été... Ils veulent chiffré, dire certainement donné, le programme qu'on lui a concocté pour son 4e mandat. Que Sellel a mené à sa place, puisqu'il ne pouvait pas mener sa propre campagne. Commençons par dire où est on lui a prêté un programme. Avant de parler du programme du président, commençons par parler où est le président. Oui, mais bon, tout le monde le sait, il est très malade. Tout le monde le sait, mais c'est important cela. Oui. Quand on n'a pas de chef de l'État, de la tête de l'État, n'existe pratiquement pas dans un système ultra-présidentiel. Je reviendrai à vous pour parler de Tebboune dans tout ça. Je vous en prie. Ali Benouari, nous disions tout à l'heure le maître mot, austérité, qui est en fait inéluctable. Il faudra bien y aller un jour et pas qu'à la louche, hein, peut-être à l'appel ou à l'appel mécanique. À votre avis, ça va se faire, ça va pas se faire? Comment, de quelle manière? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir mener une véritable austérité de façon rationnelle, juste, équilibrée? Ils ont commencé, l'austérité a déjà commencé depuis 2 ans. Depuis la loi de finances 2015, l'austérité a commencé et elle est en train de s'accentuer. D'ailleurs, c'est à partir du moment où le gouvernement privilégie les réserves de change, la façade extérieure du régime, ce qui lui permet de durer, il est fatalement conduit à briser les importations, à limiter fortement les importations. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il est en train de faire. À diminuer, couper dans les budgets des équipements, dans les investissements. Les chantiers publics sont arrêtés, le pays n'investit plus. Tout ça pour économiser, pour importer moins, pour garder cette relique, n'est-ce pas, barbare, comment on pourrait l'appeler. Ali Benouari, excusez-moi de vous interrompre. L'austérité, Ali Benouari, pardon. s'est condamné lui-même à l'austérité. Ali Benouari, est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi de vous interrompre, je vous rends la parole tout de suite. Ce que je voulais dire, que tout le monde se pose cette question. Il n'y a pas de véritable austérité, puisque jusqu'à présent, les marchés sont toujours pleins, si je peux dire, même si les produits ne sont pas accessibles à tout le monde, mais il y a toujours de l'importation, les marchés sont pleins, Dubaï, Al-Alma, les gens viennent se servir des 4 coins du pays, même de Tunisie, du Mali, viennent se servir en produits importés, donc l'austérité n'est pas encore vraiment là, quoi, ce que je veux dire. Non, l'austérité, si jamais elle ne se mesure pas au pouvoir d'achat d'une minorité. L'austérité se mesure au pouvoir d'achat de la grande majorité des Algériens. Observez autour de vous, regardez, demandez aux gens, et s'il y avait des enquêtes
économique comme il y en avait beaucoup autrefois, on verrait le phénomène de paupérisation grandissant, un chômage grandissant, un pouvoir d'achat qui diminue, et ce n'est que le commencement. Vous savez, ce gouvernement, la feuille de route qu'il a donnée à Tebboune me rappelle l'école mercantiliste. Vous savez, cette école de pensée à côté des physiocrates, etc., au tout début de l'économie politique. L'école mercantiliste était, où la philosophie ou le mode de gestion mercantiliste était pratiqué par l'Espagne, par exemple, qui voulait surtout accumuler et garder l'or accumulé en provenance d'Amérique latine. Pendant que des pays comme la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne travaillaient à accumuler des richesses productives résultant du travail. Alors on dit à Tebboune, gardez l'argent et surtout faites tout pour que cet argent ne soit pas dépensé. C'est très bien, mais cela implique ipso facto une diminution drastique des importations, une diminution des dépenses d'équipement, une diminution du pouvoir d'achat à travers la non-augmentation des salaires. Vous allez voir, si les salaires vont augmenter comme au cours des années 2000, et tout ça conjugué avec une augmentation de la population qui va aggraver de manière terrible cette austérité, qui ne fait que commencer. Vous avez raison de dire, on ne la voit pas encore très bien. Ali Benouari, nous allons regarder quelques instants, quelques paroles, écouter quelques paroles et déclarations prononcées par M. Tebboune, puis je reviendrai à Azdine Zalani, puis à vous pour vous demander de commenter. Tebboune sur le budget, sur l'argent et le patronat, sur le lever du gel des projets. أننا سنصطدم بأرباب العمل وأننا سنصطدم برجال الأعمال أو المال، هذا غير صحيح. احنا من المتيقنين أن الثروة لا تأتي إلا بالمؤسسة الاقتصادية ولا تأتي بشيء آخر من غير الأعمال، ولكن العمل الذي والمال الذي لا يتوغل في دواليب الدولة، فالدولة دولة والمال مال. ستراجع أولويات المشاريع. فيه مشاريع كانت ممرمجة ذات صبغة ماكرو économique. On va lever le gel parce qu'il y a certains projets qui coûtent $1 milliard. Donc, la rentabilité économique n'est pas très prouvée. Mais $1 milliard, quand je la donne à 60 communes, ça va développer ces communes-là. Azdine Zalani, dans ce climat politique délétère que vous nous décrivez, vraiment délétère, hein, à un point où vous imaginez que tout ceci est délibéré, que c'est vraiment un assassinat, l'assassinat d'une nation programmée. Comment M. Tebboune, qui reste un commis de l'État, aussi grand serviteur de l'État qu'il est, comment va-t-il pouvoir mettre en application ce qu'il est en train de nous promettre? La première des choses à relever, qui est tout à fait formelle, c'est la différence de personnalité entre l'actuel chef du gouvernement, M. Tebboune, issu d'une famille de Boussemroun, samounienne. Boussemroun, le sud-ouest du pays. Du sud-ouest algérien, de la région de Oued-Tchir. Le Tchir est le terroir des Tijaniya. Voilà. Et donc, cette famille est connue pour être à la fois des commis de l'État, mais des gens extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Donc on a gagné au change comparé à M. Sellel. Voilà, donc quand on voit déjà, pour une fois, je ne suis pas là pour pouvoir jeter des fleurs au gouvernement, mais je dis que la personnalité de M. Tebboune, son expérience étatique et gouvernementale, son extraction même, pourrait apporter... Et même son sérieux, voilà, tout à fait. Sa personnalité, diction, son éducation, son sérieux. Il y a énormément d'aspects positifs. Je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant, d'ailleurs, quelque part. Je pense, par contre, qu'il a été, a priori, c'est une analyse que certains partagent, je pense qu'il a été nommé à la dernière minute, dans des conditions un petit peu troubles,
suite au départ non prévu, non programmé de notre rigolo, notre clown national, ou qui joue au clown, mais qui est très très sérieux dans ces politiques de sape de l'État algérien, en l'occurrence M. Sellel, le fameux, celui qui a dit les fameuses paroles contre les Chaouis, Hacha Rizq Rabbi, lui qui a vécu au biberon chez les Chaouis à Constantine. Et donc oui, mais il a dit tellement de choses. Il a tellement dit de choses, mais elles sont ciblées. Elles ne sont pas aussi folles que ça. L'objectif à l'époque, c'était de diviser les Constantinois, parce qu'il a attribué cette formule aux Constantinois, aux gens du sud constantinois, pour créer encore plus de divisions dans l'est du pays. C'est bien connu. Il a failli de peu, grâce à l'intervention d'un ami commun, pour qu'il se retrouve ici en justice, en France, parce que l'Algérie n'aurait jamais été acceptée, pour atteinte à l'honneur et la considération d'une partie de la population algérienne. Ah, vous alliez l'attaquer en justice? J'allais l'attaquer en justice, et il le sait très bien, M. Sellel. Mais est-ce que les tribunaux français sont compétents pour ce genre de... On pourrait en parler le cas échéant, effectivement. D'accord. Mais insulter, diffamer, est une infraction. Bien. Donc, est-ce que, justement, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, je m'excuse de vous interrompre. Pourquoi? Bon, Sellel est connu depuis qu'il était wali. C'est le mariole, c'est l'amuseur public. Il a été toujours connu comme ça. Et avant, quand il est un petit, il était le seul à rire de ses blagues. Puis comme les gens ont compris qu'il adorait faire rire les gens se tordaient de rire après à ses blagues. Et plus il devenait important, et plus les gens se tordaient de rire, ils se roulaient par terre. Et ça lui fait plaisir, lui. Et donc, on dit que Saïd Bouteflika l'a choisi par rapport à cette stupidité quasi... pourquoi alors passer du choix des gens les plus stupides, les plus limités, les plus obtus, à celui d'un Tebboune que vous nous décrivez comme un grand serviteur de l'État, compétent, de bonne extraction? On ne peut faire que des suppositions. Pour ce qui est d'avant, on peut faire un parallèle entre la politique choisie par les Bouteflika depuis le début et qui s'apparente, qui ressemble à la politique des Al-Assad en Syrie, où on choisit parmi la secte assadienne les meilleurs, les plus compétents. Et on choisit dans les autres ethnies, dans les autres régions, dans les autres mouvances religieuses, les plus ridicules et tout cela. Et c'est ce qui s'est produit chez nous. On choisit par ceux qui sont considérés comme étant proches parmi une certaine élite, n'est-ce pas? Et par contre, quand on va à Tizi Ouzou ou dans les Aurès et tout cela, on prend des charlatans, des rigolos, des gens qui ne sont même pas considérés chez eux. C'est là le Kabyle en l'occurrence. Je ne parle pas de cela, je parle de l'ensemble du ministère, des ministres, y compris dans les grades aussi administratifs, etc. C'est une politique à la assadienne. Al-Assad. On choisit les plus stupides pour dégrader ceux qui sont censés représenter? On choisit les plus stupides pour ne pas assurer ce qu'on appelle l'équilibre régional en Algérie. Ali Benouari, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Azdine Zalani, de ces choix délibérés de gens parmi les plus stupides, les plus manipulables? Pourquoi ce régime choisit-il les grands commis de l'État parmi ces gens? J'allais réagir tout à l'heure à ce que disait Azdine. Oui. Destruction programmée du pays. Vous êtes d'accord avec lui alors? Je suis absolument d'accord avec lui parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi ils ont, même quand ils savent qu'ils ont échoué et qu'ils l'avouent comme Yahya, nous avons échoué partout, dit-il, et il continue et on continue à lui faire confiance. Pourquoi Bouteflika a-t-il continué à accorder sa confiance à des premiers ministres qui ont avoué à plusieurs reprises avoir totalement échoué? Je parle de Yahya et Sellel. Que quelqu'un m'explique s'il y a une autre raison plus intelligente que celle-là. Je veux bien qu'on me l'explique. Ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Mais vous qui avez été ministre, Ali Benouari, vous qui avez été ministre, vous savez très bien que le Premier ministre ne décide de rien, qu'il applique ce qu'on lui dit de faire et c'est tout. Non, c'est pas possible. Même s'il est mauvais,
le président de la République, qui possède tous les pouvoirs, y compris de dégommer les premiers ministres, ne peut pas accepter que son Premier ministre avoue publiquement et dise « nous avons échoué partout ». Surtout quand ce Premier ministre disait « nous appliquons le programme du président ». Ça veut dire que j'ai échoué à appliquer le programme du président. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de dire parce que nous n'avions pas les moyens de notre politique, parce qu'on était privé des leviers de décision? Pas du tout. Ils ne l'ont jamais dit. Ils ont eu tous les moyens. Ils ont eu le plus gros des moyens, des centaines de milliards de dollars dépensés à leur guise, comme bon leur semblait, sans que personne, ni contrôle financier, ni contrôle parlementaire, ni contrôle d'aucune institution, ils ont agi en pleine liberté et ils ont échoué, ils ont détruit l'économie nationale, ils ont détruit l'avenir du pays et ils ne sont toujours pas sanctionnés. Et puis figurez-vous que ce n'est pas Al-Majid Tebboune a commencé avec eux, il est toujours là. Sellel ou Yahya, ils sont toujours là. Ne croyez pas une seconde qu'ils sont partis. Les Amarou, les Amara Ben Younes, ils rôdent comme des vautours autour de leur proie. Et s'ils ne sont pas nommés ambassadeurs, ils exercent des fonctions occultes dans les différents appareils du pouvoir, dans les différents appareils d'État. Quand ils ne gèrent pas, ils ne sont pas occupés à gérer l'argent qu'ils ont volé, bien entendu. Ali Benouari, je vais vous poser une question. Selon votre réponse, je vous en poserai une seconde. Alors, d'après vous, et à ce rythme, quand est-ce que les réserves de change seront épuisées? Écoutez, moi, évidemment, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours situé à 2019. Le plus étrange, c'est que le charlot de Sellel, je ne peux pas les appeler autrement que par les sobriquets qu'ils méritent. Il a laissé entendre, il l'a déclaré, qu'à fin 2019, nous n'aurons plus de réserve de change. Nous n'aurons plus que 9 milliards de dollars. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et toute honte vue, il a continué naturellement à gérer comme si de rien n'était. Donc, de l'aveu du gouvernement, et puis il y a les chiffres qui ne trompent pas, nous avons un déficit de 30 à 35 milliards de dollars par an. Calculé en 3 ans, ça vous fait 100 milliards. Donc en 3 ans, fin 2019, il n'y aura pas un centime. Mais ils le savent. Moi, j'avais fixé la barre symbolique de 100 milliards pour que le peuple puisse suivre. C'est plus facile de dire 100 milliards. Le jour où on va casser 100 milliards, attention, danger. Ils ont compris le message et eux aussi ils sont dit, nous on ne cassera pas les 100 milliards. Maintenant la question, on va affamer le peuple avant. La question que je voulais vous poser, on va affamer le peuple, mais on ne dépensera pas cet argent. Tel est le danger, si je mêle. Et le peuple algérien serait bien avisé de comprendre cette donnée. Cela signifie qu'il ne faut plus maintenant avoir l'œil rivé sur les réserves de change. Quand bien même ces réserves de change ne baisseraient pas, il faut savoir quel est le prix que le peuple algérien... Ça veut dire arriver à un certain moment, ils ne toucheront plus aux réserves de change, quitte à affamer les gens? Quitte à affamer le peuple. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qui va se passer alors, selon vous? Quel est ce schéma je l'ai dit, je l'ai écrit. Ils n'ont que de mauvaises solutions entre leurs mains. Quoi qu'ils fassent, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que cette façon de privilégier l'aspect monétaire de la richesse, ce n'est pas la vraie richesse, va les conduire à détruire encore plus les emplois, à affamer encore plus les Algériens. Donc la famine aura lieu avant, elle va s'installer progressivement et ils partiront avant. Donc les émeutes vont continuer, les grèves vont continuer. Avant, quand il y avait des émeutes et des grèves, vous savez très bien comment ils faisaient puiser dans la shkara de l'argent et ils augmentaient les salaires et ils cédaient à toutes les revendications. Comment ils vont faire aux prochaines revendications d'envergure importante? Comment ils vont faire? Ils vont donner de l'argent? Il n'y a pas d'argent. Et dans les départements les plus budgétivores, Ali Benouari, ces départements ministériels les plus budgétivores comme la défense... C'est les dépenses sécurité, c'est l'intérieur et la défense nationale. Ça veut dire là, il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de réduction drastique des moyens? Je ne pense pas. Il y aura 2 secteurs. Enfin, il y aura évidemment la préservation des réserves de change qui vont tout faire parce que c'est une garantie de leur survie. Et il y a l'appareil sécuritaire, Jihad al-Amn. Ils vont tout faire, évidemment, pour ne pas l'affaiblir. Parce que c'est aussi, il est le garant de leur sécurité. Mais je dis aux militaires, je dis aux responsables de la défense nationale, et après,
Et après, même si on continue à vous payer vos salaires, à vous choyer, etc., qu'est-ce qui vous attend au bout des émeutes? Et à qui on va demander de mater les émeutes? À vous. Les politiques, ils vont se sauver comme des rats. Ils vont tous partir, mais le militaire, il va pas se sauver. Il ne peut pas se sauver. Donc, c'est les militaires qui, in fine, vont devoir payer pour les politiques. Et donc, je leur donne un peu cet avertissement. Restez avec nous, Ali Benouari. Je reviens à vous dans un petit moment. Azdine Zalani. D'abord, nous avons perdu Karim Tabo, malheureusement, et il n'est plus avec nous. Donc, Ali Benouari nous dit que ça va aller très mal, selon lui. Il est un ancien ministre du Trésor, hein, il a été dans ce gouvernement, dans ce régime. De quoi il parle. Voilà. Et donc, selon lui, il y aura des réductions drastiques partout, mais arrivé à un certain moment, ils ne toucheront plus aux réserves de change, quitte à affamer les gens, et que les dépenses, les budgets des ministères de l'Intérieur et de la Défense ne seront pas réduits, parce que très probablement, ce sera le seul recours du régime contre toute contestation sociale éventuelle. Vous pensez qu'ils vont en arriver là? Je ne saurais répondre à cette question. Je sais par contre, et ça tout le monde le constate, c'est qu'il y a une gabegie extraordinaire à tous les secteurs ministériels, économiques ou autres, quels que soient les secteurs. Si on prend par exemple simplement le plus grand des budgets, au fait, c'est celui du ministère de l'Éducation nationale. Quand on voit les dépenses... Vous pensez que c'est le plus gros des budgets? Oui, oui. Pas plus que celui de la Défense nationale? Peut-être le second ou le premier. En tout cas, c'est depuis toujours. Et depuis nous demanderons à Ali de Benouari. longues années, le budget du ministère de l'Éducation nationale est l'un des plus grands, sinon le plus gros budget d'État en Algérie. Et c'est une bonne chose. Ce qui est a priori une bonne chose. Maintenant, il faut comparer avec les résultats. Quand on voit ce qui est dépensé en termes donc, de budget depuis des années, depuis même l'indépendance, pour ce secteur de l'éducation nationale. Et on voit le résultat où l'Algérie actuellement et la situation donc, de l'école algérienne est l'une des plus désastreuses qui soit. Sinistrée. Sinistrée, de l'aveu de tout le monde. Oui. On se pose la question à ce moment-là, où va l'argent de tout cet argent-là, dans le cadre de la formation ou autre. Pendant ce temps-là, la ministre de l'Éducation nationale ferme les yeux, bien entendu, par exemple, sur des dépenses qui peuvent être dérisoires, mais politiquement, elles sont malheureuses. Par exemple, ici, en France, le ministère de l'Éducation nationale algérien, Mme Benrabrit, gère des dizaines, sinon des centaines de personnes par un budget algérien dans un cadre bilatéral français, soi-disant des enseignants d'arabe. En France, l'ELCO, et je suis bien placé pour en parler, les ELCO algériens, contrairement aux Marocains, aux Tunisiens ou d'autres, ne sont pas déclarés, c'est des clandestins. Ils ne sont pas déclarés, ils ne bénéficient pas donc de protection sociale, pour la simple raison que ces 300, 400, 500 ou plus sont pour une grande partie des enfants ou des proches du régime. Des personnalités du régime. Les listes sont comme c'est le cas à Algérie. Je mets au défi Mme Benrabrit de mettre la liste, d'autres pourront la mettre, moi-même aussi, de mettre la liste des enseignants d'arabe en France, sur tout le territoire français, et voir si véritablement ce sont des enseignants, ils sont payés. Oui, oui. Pour certains, ils sont en Algérie. Oui, oui. Et résident en Algérie. Et ils sont payés en devises ici. L'ambassade d'Algérie le sait. Les scandales, les Français, bien entendu. Oui. Les Français, le partenaire français des ELCO, c'est cela. Oui, mais voilà. c'est pas lui qui débourse. C'est pas lui qui débourse, et ça lui permet qu'il n'y ait pas d'enseignement de langue arabe en Algérie, en France. Et le nombre d'enseignants c'est incroyable. Hein, est incroyable. Ça uniquement par rapport à ici. Alors imaginons ce qui peut être comme un déversoir de toute... donc la gabegie qui existait déjà avant et qui est devenue institutionnalisée maintenant. Elle touche aussi, bien entendu, d'autres secteurs.
Mais c'est le cas de tous les départements, tous les ministères, de tout leur système. Le système est fondé sur ces contre-valeurs, ça fait partie de... Et oui, mais quand on échoue à organiser le bac, Ouais. je ne cite pas des pays africains ou asiatiques. Mais c'est devenu normal. Quand on échoue, là, il y a quelques années, quand il y a eu un problème de fuite au bac, le ministre a été... Il a démissionné. Il a eu le courage, M. Ben Mohamed, de démissionner tout de suite après. Il a démissionné après une fuite au bac, organisée ou pas, je ne sais pas. Alors là, justement, puisque vous en parlez, la ministre, Mme Ben Rabrit, récemment, elle a déclaré à 17h, elle a déclaré, il y a 3 ou 4 jours, elle a déclaré qu'il n'y aura pas de rattrapage pour les retardataires au bac et que ceux qui le souhaitent peuvent aller porter plainte auprès de la justice. Quelques heures plus tard, devant le Parlement, M. Tebboune arrive et il déclare que le président de la République, Farham Matouhou, vient de décider de donner une chance aux retardataires et de leur organiser une session spéciale. Et elle, non seulement on ne l'a pas consultée, on ne l'a même pas informée, parce qu'à la télé, elle avait la bouche ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, apparemment, a priori, on pourrait se poser la question, puisque devant un tel gifle, la ministre, pourquoi est-elle restée à ce poste? Ça reste encore une mesure, au fait, qui n'est pas institutionnelle. On est dans un État avec des comportements institutionnels. Donc, les déclarations se font sans nécessairement informer tel ou tel ministre ou tel département, sans prendre les réunions qui s'imposent, avec les risques. Par exemple, pour la deuxième session du bac, ce n'est pas aussi facile que cela pour l'organiser et ainsi de suite. Est-ce que ça va devenir une... Mais ça ne concerne pas beaucoup de gens. Hein, oui, mais est-ce que ça va devenir un droit après? Voilà. Là, effectivement. Une deuxième session, est-ce qu'elle va devenir un droit? Est-ce qu'elle va permettre à ceux qui ne sont pas prêts de se préparer pour une deuxième session et ainsi de suite? Donc, toutes ces décisions, c'est irtijalia. Comme ça, elles sont prises à la légère, à l'improvisation, etc. Et tout. Et bien entendu, elles sont couvertes de la bienveillance présidentielle royale du Farham Matouhou qui offre... Mais on ne dit plus, Monsieur le Président, on dit toujours son excellentissime Farham Matouhou. C'est incroyable. En Algérie, à un moment donné, dans le cadre de l'imitation de ce qui se passe dans les pays d'Orient, on a décidé de reprendre les mêmes formules. Jalalat al-Malik, Fakham al-Raïs, pour les ministres. Mais lui, ils ne disent même pas Fakham al-Raïs, ils disent Farham Matouhou. Son excellentissime. Son excellentissime, son excellence. C'est le terme, je veux dire, officiel sur lequel les États arabes sont entendus, tous d'ailleurs, pour exprimer, pour qualifier les différents commis de l'État. Ali Benouari, Aziz Alani vient de nous dire que le ministère de l'Éducation est le ministère ou l'un des ministères les plus dotés en Algérie. Est-ce vrai? Non, c'est l'un des mieux dotés, effectivement. C'est, je crois, par ordre d'importance, le 3e. Mais il vient loin, très loin derrière les 2 ministères clés de souveraineté intérieure et défense. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. À vous et à ceux qui nous entendent. Le budget de l'enseignement, qui était un des tout premiers dans les années qui ont suivi l'indépendance, ne représente plus aujourd'hui que 6% à peu près. Pour environ 40% pour le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter, de distorsion que ça peut entraîner dans la gestion d'un État? Savez-vous que les ministères considérés comme importants, l'agriculture, la santé, les transports, écoutez bien, parce que, hélas, les Algériens n'aiment pas les chiffres. Je vais finir par croire qu'ils n'aiment pas les chiffres. Leur budget se situe entre 0,1 et 0,8% du budget total. Comment voulez-vous développer les transports dans un pays aussi immense quand le budget, la part du budget qui lui est réservée est inférieure à 1%? Et c'est la même chose pour la santé. Dans un pays où la population est nombreuse, n'est-ce pas, où les problèmes de santé se posent à une très grande échelle. Et il en est ainsi de la quasi-totalité des ministères. Les ministères qui surnagent en dehors de l'intérieur et de la défense, c'est l'éducation, mais c'est des millions d'enseignants. Et ça devrait être plus. J'ai eu à l'occasion, et je vous prie, si Jamel, quand vous me présentez, de me redonner mon titre de président de Nida Al-Watan. Ah, mais avec plaisir. Beaucoup. Ah, vous revenez à la politique.
vous revenez... Je reviens à la politique et vous savez pour quelle raison. Oui. Voilà. Je disais dans mes non, dans mais mes discours, dites-le-nous. Moi, je le sais à Oui. titre privé, puisque nous en avons Voilà. parlé, mais dites-nous pourquoi vous revenez à la politique. Je reviens à la politique parce qu'on m'a tiré de ma retraite. J'ai annoncé chez vous, sur votre antenne, que je me retirais de la politique et que je laissais aux jeunes, à d'autres, le soin de prendre en charge les problèmes du pays. Mais on est venu me chercher à travers cette histoire des Panama Papers. On a voulu me coller l'étiquette, la sale étiquette qui leur colle à eux, si bien, qui leur colle sur le dos, à ces voleurs et à ces bandits. Ils ont voulu faire en sorte qu'on dise, eh ben moi je suis comme les autres. Eh bien désolé, je ne suis pas comme les autres. Et j'avais dit sur votre antenne que je consacrerai mon énergie jusqu'à mon dernier souffle à combattre ces voleurs et ces bandits. Mais Ali C'est pour ça que je Benouari, reviens. au-delà de votre ressentiment personnel, est-ce que vous ne Oui. croyez pas qu'il y a péril en la demeure et qu'il y a lieu de se mobiliser de façon autrement, plus massive, autrement, plus Si responsable? Jamel, il n'y a pas, si Jamel, il n'y a pas d'homme indispensable. Il ne faut pas déresponsabiliser le peuple algérien. Le seul discours, à mon avis, qu'il faut tenir au peuple, c'est organisez-vous, prenez vos responsabilités. Chacun à son niveau, bien entendu, mais que chacun prenne ses responsabilités et arrête de dire « Ah, mais nous n'avons pas d'opposition. Ah, mais nos opposants, ils sont pas à la hauteur. » Ou les opposants cherchent le pouvoir pour eux-mêmes. Eh bien, assumez-vous, prenez vos responsabilités, vous aussi, créez des partis, créez des associations. C'était le message que j'ai voulu donner. Très bien, je vous Mais remercie Ali évidemment. Benouari. Nous sommes arrivés à Alors, je la reviens. fin de l'émission. Merci beaucoup. Pour le budget, Oui. allô? Oui. Pour le budget, il faut absolument que les Algériens décortiquent le budget de l'État et savent et sachent quelle est la part qui est allouée à chaque ministère. Ainsi, ils comprendront. Et justement, on vient les de me dire salariés- à l'oreille que, comme vous le disiez, la défense et l'intérieur sont tout à fait en haut et que le ministère de l'Éducation nationale serait, non pas au 3e, au 19e rang Donc, pour il le y a budget baissé. 2017. Alors, ça veut dire on a les moyens d'augmenter, de doubler les salaires des fonctionnaires. On a les moyens de doubler les salaires des médecins. Mais pourquoi on ne le fait pas? On leur dit on n'a pas les moyens. C'est l'un des plus gros mensonges parce que l'argent est dérobé, l'argent est mis ailleurs que là où il doit aller. Merci Ali dans la Benouari, je recherche, suis désolé de vous interrompre. etc. Nous arrivons Voilà. à la fin de l'émission. Merci à vous. Dommage que nous ayons perdu Karim Tabou. Merci Asdine Zahlani, en espérant vous revoir plus souvent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie aussi Merci. également et merci beaucoup. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair. Bislama.